Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à explorer le protocole I2C, hein. Et j'ai bien dit juste explorer au début, hein, on va pas aller très très loin. L'objectif de la vidéo dans un premier temps, c'est un, comprendre ce que c'est que l'I2C, deux, vérifier que la communication fonctionne et que le montage fonctionne comme il devrait fonctionner, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il s'alimente, on arrive à communiquer avec la puce, et déjà là, ça sera pas mal. Et 3, s'il y a des problèmes, identifier les problèmes. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que l'I2C, hein? L'I2C, c'est une sorte de mini réseau entre puces, hein. Là, on a un réseau avec deux puces, mais on peut connecter plus d'une centaine de puces si on sait comment faire, et moi je ne sais pas comment faire pour le moment, mais bon, ça c'est qu'un détail. Et du coup, qui dit réseau de puces dit que chaque puce a une adresse, hein, comme pour Internet, hein. Internet c'est un réseau et chaque euh, ordinateur sur ce réseau a une adresse qu'on appelle adresse IP, hein, IP pour Internet Protocol. Donc, celle-ci a une adresse. Donc, on va regarder dans la documentation technique où est-ce qu'il nous parle de son adresse à elle. Alors, on va sur I de ces bus caractéristiques. Et puis, on va s'amuser à lire. Alors, les caractéristiques du bus. Je vais vous faire le résumé, hein. C'est un réseau qui ne peut faire des transferts de données que sur deux fils, hein. Il y a un des fils qui s'appelle SCL pour Serial Clock, donc l'horloge série, et un autre fil qui s'appelle SDA pour Serial Data, donc données en série. Euh, Quand est-ce que le réseau est disponible, hein, ou le bus, on va utiliser cette terminologie-là de bus plutôt, hein, parce que c'est vraiment ça que c'est. Quand est-ce que le bus n'est pas occupé, hein, quand est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'utilise déjà? Et ben quand les deux lignes SDA et SCL sont à 5 volts constants, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui bouge. Alors ensuite, pour communiquer là-dessus, il faut dire quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on s'arrête. Ce qu'on appelle ici dans la documentation technique Start Data Transfer et Stop Data Transfer. Le Start Data, si vous traduisez le paragraphe, vous allez voir, c'est assez obscur. Je vais vous le faire là. Le Stop Data, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est inversé. Une transition de la ligne SDA de niveau haut à niveau bas pendant que l'horloge est haute détermine une condition de départ. Toutes les commandes doivent être précédées d'une condition de départ. Alors en gros, je vais vous faire un dessin parce que ça sera plus simple. Alors, SCL, hein, donc Serial Clock, ça va avoir, tant qu'on n'y touche pas, ça va avoir ce genre d'aspect-là, hein. Ensuite, une fois que l'horloge série est mise en route, on va avoir ce signal-là sur SCL. On passe d'un niveau haut à un niveau bas. Et un cycle d'horloge, c'est un niveau haut et un niveau bas complet. J'en fais plein, plus que j'en ai besoin. Voilà. Pendant que SCL est au niveau haut, la ligne SDA, qui au repos est aussi au niveau haut, hein, et ben pendant que elle est au niveau haut, SDA, put. Donc si on trace comme ça en pointillé, on voit que est-ce que ça se voit? Pas terrible, terrible. Donc voilà. Donc là, condition de départ. Hein, condition de départ, voilà. Alors, je vous referai de toute façon un truc beaucoup plus propre que ça. Donc là, on a notre condition de départ. Ça, c'est cool. C'est ça ce que ça veut dire le paragraphe, hein, incompréhensible. Une transition de niveau haut à niveau bas pendant que de la ligne SDA pendant que le cycle de SCL est haut, on commence à communiquer. Ensuite, on a Stop Data Transfer.
C'est le même charabia dans le même sens, sauf que là, c'est une transition de niveau bas à niveau haut sur la ligne SDA pendant que l'horloge est à un niveau haut, détermine une condition stop. Toutes les opérations doivent se terminer par une condition stop. On va faire une simulation sur le papier après. Hein. On va regarder déjà ce que c'est qu'est-ce qui est considéré comme une donnée valide. Hein. Alors, l'état de la ligne de données représente des données valides quand, après une condition de départ, la ligne de données est stable pour la durée de la période haute du signal d'horloge. Quand je vous disais que c'était du charabia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va lire des données sur la ligne SDA que quand SCL est haute. Hein, donc uniquement à ces moments-là. Ok? Uniquement sur ces moments-là. Ensuite, si on continue à lire la documentation technique, les données sur la ligne doivent être changées durant la période de niveau bas sur le signal d'horloge. Et il ne peut y avoir qu'un seul bit de données par clock pulse, par pulsation d'horloge. Une pulsation d'horloge, bah c'est ça. Hein. Donc ça veut dire que quand on a des données, quand on veut lire des données, il faut que ici, pendant toute la durée ici, ce soit stable. Parce que sinon, si on remonte pendant que c'est là, on a vu que ça faisait une condition d'arrêt. Donc on dit ah j'ai commencé, puis si après on se plante dans son timing, paf, ça s'arrête immédiatement. Ça la fout mal. Donc ça, hop, condition départ. Chaque transfert de données est initialisé par une condition de départ et terminé par une condition stop. Le nombre de données d'octets transférés entre le start et le stop est déterminé par l'appareil maître, la puce maîtresse. Ensuite, il y a l'acquittement. Hein, c'est ce que ça veut dire acknowledge, acquitter. Qu'est-ce que ça veut dire acquitter? Ça veut dire que en fait tu dis oui j'ai bien reçu les données. Chaque appareil receveur quand on s'adresse à lui est obligé de générer un signal d'acquittement après réception de chaque octet. L'appareil maître doit générer une pulsation d'horloge supplémentaire qui est associée à ce bit d'acquittement. Un appareil qui acquitte doit mettre la ligne SDA au niveau bas pendant la pulsation d'acquittement de l'horloge, de manière à ce que la ligne SDA reste au niveau bas pendant la pulsation haute, enfin pendant la période haute de la pulsation d'acquittement. Durant des lectures, un maître doit signaler la fin des données à l'esclave en ne générant pas un bit d'acquittement sur le dernier sur le dernier octet qui a été clocked out of the slave. Mon Dieu, comment je traduis ça? Par le dernier octet qui a été envoyé par l'esclave par rapport à l'horloge. Il n'y a que comme ça que je le traduis, ce truc-là. Dans ce cas, l'esclave laissera la ligne de données haute pour permettre au master de générer la condition stop. Donc là, on a des diagrammes de temps, hein, ce que je commençais à dessiner par rapport à la description, tout ça. Hein. Donc là, on voit la condition d'arrêt. Là, on nous parle d'adresse et d'acquittement valide. Les données qui sont permises de changer pendant la période basse de la pulsation d'horloge. Ici, on nous dit qu'il y a plein de pulsations et plein de données qui sont transférées. Et ici, on nous montre la condition d'arrêt pendant la période haute de l'horloge. Et en plein milieu. Hein. Parce que là, si on regarde bien, là, la mise à 1 des données, elle se fait pendant le cycle bas et ça va être expliqué juste après. Ah ben non, je viens de me rendre compte que c'est pas le cas. Alors, adressage de l'appareil et opération. Ah, génial.
Donc, on nous dit que un octet de contrôle est le premier octet reçu juste après la condition de départ depuis l'appareil maître. Et que l'octet de contrôle pour accéder à la mémoire de la puce, il est fixé à 11011111. Les registres du RTCC et de la RAM partagent le même espèce d'adressage. Le dernier bit de l'octet de contrôle définit si l'opération sera une opération de lecture ou une opération d'écriture. Donc sur notre octet de départ, faut bien voir, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc hop. Alors ici, on a la condition de start. Et donc les 7 premiers bits qu'on va envoyer, ça va être d'après la documentation technique 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Et ici, le 8e bit, c'est celui qui va servir à dire si on va lire ou on va écrire. Alors pour dire si on va lire ou on va écrire, 0 c'est écriture et 1 c'est lecture. Ok, alors quand la puce, quand elle reçoit son octet de contrôle, donc son adresse, elle répond par un bit d'acquittement et dépendant du bit lecture-écriture, la puce sélectionnera une opération de lecture ou d'écriture. Et là, on voit que le contrôle code, ça c'est ce qui change pas en fait. Hein. Donc on envoie ça au début. Donc alors, on va retourner sur notre papier. Ici, il faut pouvoir lire 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Et ici, on va dire que on va faire une opération de lecture. Lecture, c'est un 1. Voilà. Donc là, on a notre premier octet qui est envoyé. Et donc ici, on a le bit d'acquittement. Donc je vais marquer un A ici. Et ici, on devrait trouver 0. Ici, on devrait trouver un 1. Mais très particulier celui-là, parce que ça va être... ou alors c'est un stop et puis après c'est un restart. Non, ça va être un start ici en principe. Mais déjà, si on arrive à envoyer ça et qu'on a effectivement le bit d'acquittement ici pour nous dire que tout va bien, ça sera pas mal. D'accord, donc par rapport à ce que je vous ai dit, je suis pas sûr que c'est très clair, mais bon. Alors, à quoi va ressembler notre ligne SDA après avoir fait la condition de départ et envoyé ça? Alors, ça va ressembler à ça. Donc c'est légèrement en avance parce qu'il faut que ça reste stable pendant un cycle haut, donc c'est pendant les cycles bas que la ligne SDA va changer. Du coup, on fait le 1 ici, ok, on arrive sur un cycle bas, on est toujours en 1, est-ce que ça vaut le coup de descendre pour remonter? Bah non, hop. On arrive en cycle bas, est-ce que j'ai besoin de changer de données? Je vois un 0, oui, hop, je baisse la ligne là, hop, je retourne sur un cycle bas, et là, bah, je vois que j'ai 5 1 qui vont suivre. Donc, bah, hop, j'arrive là. Et là, à partir de là, ça, c'est la fin de la communication du master. Là, ça va être la puce qui va répondre. Et pour que la réponse soit correcte, qu'elle dise oui, j'ai bien entendu que tu m'appelais, il faut qu'ici ce soit 0. Bon, et comme moi je vais me démerder pour ne faire que ça dans le code d'Arduino, ben la suite je sais pas du tout à quoi ça va correspondre. Ce que je peux m'attendre et ce que je suis sûr, c'est qu'il faut une condition d'arrêt, donc
La condition d'arrêt, c'est comme la condition de départ, sauf qu'on l'a fait à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre pendant un cycle haut d'horloge, on va monter pendant le cycle d'horloge haut. Donc, on va là, hop, on avance un petit peu, et hop. Et après, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Donc, ça, en principe, ça devrait se remettre. Donc, on va peut-être avoir le truc comme ça, et puis ça va faire hop, et puis ça devrait rester. On devrait avoir quelque chose dans ce goût-là. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Vu que je vous ai là, je vais déjà faire le branchement, hein. Donc ici, je récupère la masse de l'Arduino parce que elle est la petite puce là, elle est mise à la masse comme sur l'Arduino. Donc hop. Mon oscilloscope a la très mauvaise idée d'avoir les masses communes pour les sondes. Donc je vais mettre une seule sonde à la masse et comme ça, on va prendre la masse pour toutes les mêmes sondes. De toute façon, c'est pas recommandé de faire autrement. Donc voilà. Mais alors, bonne pratique, hein, ce serait de mettre les deux masses. Hop, hop, voilà. Sauf que ça fait un bordel de fil dans ce cas-là, donc j'en mets qu'une. Donc je vais mettre la voie 1, qui est la voie jaune là, sur SDA. Alors SDA, c'est où déjà? C'est quelle broche? C'est la 5. La 5, la 5 c'est celle-ci. Hop là. Hop. Et SCL, c'est celle qui est juste au-dessus, c'est la 6. SCL et SDA, c'est les jaunes et rouges, jaunes et verts, pardon. Voilà. Donc ça, c'est branché. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher l'Arduino. Mais avant de brancher l'Arduino, à quoi on doit s'attendre une fois qu'elle est alimentée? Ce qui nous permettra déjà de voir si je n'ai pas fait de la merde dans mon soudage et dans mon montage. On doit trouver 5 volts. Alors, comment est configuré l'oscilloscope? Il est configuré en résolution verticale à 2 volts par division. Donc on devrait monter de 2 carreaux et demi sur les deux voies. Ok? Eh ben on va regarder ça tout de suite. Voilà. Donc ensuite, mesurement pour vérifier qu'on a bien 5 volts. Voilà. Donc là, on voit que la voie 1, il y a 4,85 à peu près. Et ici, 4,95 en moyenne. Ça se gère, quoi. On est à 5 volts. On peut admettre qu'on est à 5 volts. Donc voilà, on est au repos, 5 volts, tout va bien. Bon, maintenant, ça va être une autre paire de manches. Parce qu'il va falloir programmer la petite carte. Donc, ressources, références. Alors, il y a une bibliothèque dédiée hein, qui s'appelle Wire pour I2C. Ok. Donc, on a besoin de la bibliothèque Wire. Donc, ça veut dire que la première chose qu'on fait dans notre croquis, c'est inclure une bibliothèque et on va chercher Wire. Et du coup, ça nous met ça. Alors, comme on veut pas que le code qu'on fait il soit exécuté tout le temps, on veut qu'il soit exécuté qu'une seule fois pour pouvoir le débugger facilement à l'oscilloscope, on va tout mettre dans void setup. Parce que sinon, il faut faire une condition et puis la boucle ne sert à rien de toute façon. Donc voilà. Nous déjà, ce qu'on veut voir, c'est le contenu de la puce. S'il y a quelque chose à lire. Hein. Donc on va voir master reader. Donc si je veux lire à la puce, donc on voit qu'ici on a bien la bibliothèque. Dans void setup, il faut écrire ça. Donc on va hop copier-coller. Toi tais-toi, j'ai pas besoin de les mettre à jour. Hop. Donc ça veut dire c'est initialiser le bus I2C. Pas I2X, I2C. Pardon. Ensuite, on fait wire.request from. Hop.
Donc, il faut aller voir request from. Qu'est-ce que ça fait? Hop. Donc, request from, il faut marquer l'adresse et la quantité. La quantité, c'est le nombre d'octets que l'on va lire. J'ai lu un petit peu plus la documentation de comment fonctionne la puce. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Que bah au lieu de faire ça, on va juste dire bonjour à la puce et au revoir à la puce. Hein. Du coup, est-ce qu'il y a autre chose? Hop, on a begin transmission. Ah, et end transmission. Génial. Donc wire, begin transmission. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Une adresse. Bah génial. Allez hop, copier-coller. Ça, on s'en fout. Paf. L'adresse, on l'a vu. Alors, souvenez-vous, les nombres binaires, on commence par 0B. Et ensuite, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3. Voilà, ça, c'est l'adresse de notre truc. Et là, vous allez me dire, mais le 8e bit, là, pour la lecture ou l'écriture, bah ouais, exactement. Ben, on va faire 100. Du coup, on va voir ce que l'Arduino va envoyer. Un signal de lecture ou un signal d'écriture en 8e bit. Et puis ensuite, on arrête immédiatement la transmission. Hop là, on arrête immédiatement. Plaf. Voilà, voilà, voilà. Donc bah, là, on est prêt pour faire notre premier test. Hein. Alors, on va vérifier que... Hop. On n'a pas de problème à la compilation. Hop. Maintenant, il n'y a plus qu'à envoyer vers l'Arduino. Voilà, donc là, je vais maintenant envoyer le code vers l'Arduino. Et on n'a rien vu. Pourquoi on n'a rien vu? Parce que l'oscilloscope, ben, faut le mettre en capture en single. Hop. Donc, mesure. Ok. Voilà. Donc, si on se souvient bien, la condition de départ se fait sur SDA qui descend. Donc, j'ai dit que j'avais branché SDA sur le channel 1. Donc, source, channel 1. On est bien. Type, edge. C'est cool. Maintenant, c'est la pente qu'il faut régler. Et il faut que ce soit une pente descendante. Voilà. Parce que le signal SDA va descendre. Hein, il va être mis à 0. Voilà. Donc maintenant, je vais uploader le croquis. Ah ah! On a quelque chose. Alors, est-ce que ça correspond à ce que nous avons défini comme, comme simulation papier? Alors moi j'avais mis SCL en haut, hein, donc va falloir faire la traduction, enfin va falloir inverser quoi. Ou alors je peux même les inverser comme ça. Non, toi tu descends, toi tu montes. Hop. Hop. Voilà. Comme ça on est comme sur le papier. Donc, on voit ici que ben, pendant que SCL était au niveau haut, hein, SDA descend et c'est la condition de départ, comme sur notre bout de papier. Le cycle bas commence, enfin voilà, il y a l'horloge qui va se mettre en route là, et c'est là qu'on constate qu'il va y avoir les données qui changent, comme ce qu'on avait prévu. Alors, là, je vais utiliser les curseurs. Non. Voilà. Donc, première pulsation ici positive, enfin de niveau haut, comme sur notre papier là. On doit trouver 1 et on a 1.
Deuxième pulsation ici. Pareil, on doit trouver 1, on a 1. Troisième pulsation ici. On est sur un 0. Pour le moment, ça roule. Hop, je déplace un peu. Hop, on en était à notre 0 ici. Ensuite, on a trouvé un 1. On trouve bien un 1. Ensuite, un autre 1. Voilà. Ensuite, encore un 1. On le trouve toujours. Ensuite, encore un 1. On le trouve. Et là, comme je savais pas ce qu'on allait trouver, j'ai rien dit sur ce bit-là. Sauf que ici, c'est le bit de lecture-écriture, si je dis pas de bêtises. Hein, je vais recompter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc le prochain ici, c'est le bit de lecture ou écriture. Il est à 0. Donc ça veut dire que quand j'utilise cette fonction dans l'Arduino, là, transmission begin, ça veut dire que ça envoie automatiquement un 0 ici. Donc c'est uniquement pour faire de l'écriture. Donc voyons voir quelle est la suite. Donc là, on est à notre bit d'écriture. Donc c'est normal de trouver 0 ici. Hein. Donc à la prochaine pulsation, en principe, c'est le bit d'acquittement. Et on doit trouver 0 à ce moment-là. Comme sur notre papier. Et c'est ce qu'on trouve. Et là, on voit que pendant que c'est à 0, il y a un 1 qui est envoyé. Pourquoi? Je ne sais pas. Et ensuite, on voit qu'ici, on a notre condition d'arrêt qui est lancée à ce cycle-là. Donc, est-ce que ça, ce serait pas un bit... la documentation technique, qu'est-ce qu'elle nous dit sur les bits de restart? J'ai compris ce qui se passe en fait. Donc, ça là... Non, c'est pas le bon truc. Ça là, ce qu'on voit là, en fait, c'est la puce MCP qui libère la ligne pour l'Arduino. Et vu qu'il n'y a plus rien à envoyer de la part de l'Arduino, quand le cycle d'horloge remonte, il envoie le signal d'arrêt, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, il faut qu'on apprenne à lire sur la puce. Et du coup, pour ça, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et on verra ça dans une autre vidéo, parce que là, ça fait déjà pas mal. Alors, si jamais vous, de votre côté, vous trouvez pas ça, faites gaffe, parce que moi, je me suis planté sur mes montages. À un moment donné, je trouvais pas ce que je devais trouver ici. Pourquoi? Parce que j'avais inversé SCL et SDA de ce côté-là. Hein. Voilà, voilà. Et ça, c'est une erreur qui est très fréquente vu que je l'ai fait 2 fois. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose et que je vous ai pas trop grillé le cerveau. À bientôt!